Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau de l'équipe 21 pour un nouveau rendez-vous. L'équipe Investigation, magazine d'enquête, de reportage et de documentaire avec un thème ce soir. Dossier délicat, les violences sexuelles dans le sport. Vous allez voir dans quelques minutes le résultat de 6 mois d'enquête avec des témoignages très forts, très poignants, des témoignages inédits. Et juste après, avec nos invités, nous aurons l'occasion de débattre et de converser. Isabelle de Mongeau, bonsoir, merci d'être là. Vous êtes l'ex numéro 2 du tennis français. Votre histoire, la médiatisation de votre histoire, est-ce que vous avez subi pendant 9 ans, vous permet aujourd'hui d'être un symbole, puisque vous êtes la première à rompre le silence. Merci d'être là. Votre histoire et votre témoignage sont évidemment fondateurs ce soir. Marie-Georges Buffet, ancienne ministre des Sports, bonsoir. Bonsoir. Vous avez traité des affaires de violences sexuelles lorsque vous étiez en responsabilité. Là aussi, vous allez apporter votre témoignage. Greg Descamps, psychologue du sport et auteur de l'étude sur la violence sexuelle dans le sport en 2008, sur lequel le documentaire s'est beaucoup appuyé. Merci d'être là, bonsoir. Bonsoir. Et maître Éric Morin, avocat pénaliste, bonsoir. Bonsoir. Bien souvent, ces affaires, ces actes devraient passer en justice. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc on va essayer d'y voir un petit peu plus clair avec vous. Avant de regarder notre documentaire, un chiffre, ou plutôt une statistique inquiétante, j'ai envie de dire, violente. Un sportif sur 6 en 2008, qu'il soit amateur ou de haut niveau, aurait subi des violences sexuelles. Greg Descamps, ça paraît incroyable. Alors, ça paraît incroyable en sachant que ça inclut diverses formes de violence. Ça ne veut pas dire que 17%, puisque c'était le chiffre qui ressortait de l'enquête, ça ne veut pas dire que 17% des sportifs ont déjà été violés ou ont subi des attouchements. Ça inclut diverses formes de harcèlement, telles que les brimades, le voyeurisme, l'exhibitionnisme, etc. Donc c'est un spectre très large d'agissement qui a été évalué. Il n'en reste pas moins que le chiffre est quand même très, très élevé et inquiétant, comme vous le dites. Est-ce que ça vous surprend, Isabelle de Mongeau, ce chiffre? Non, malheureusement, j'ai toujours pensé que j'étais sûrement pas la seule à avoir subi ça dans le monde du sport. Et c'est vrai que c'est très inquiétant. Et j'avoue, il faudrait se relancer en tout cas tout le programme de lutte assez rapidement et s'y repencher sérieusement. On en parlera évidemment dans le débat, on va voir ça aussi dans le documentaire. C'est une étude sur 2008, Marie-Georges Buffet. Ça veut dire qu'avant ou aujourd'hui encore, il y a des sportifs et des sportives qui sont victimes. Bien sûr, c'est un chiffre qui est violent, c'est une réalité qui est violente, mais qui est à l'image de ce qui se passe dans la société. Moi, j'ai un autre chiffre en tête. 8% seulement des victimes de viol osent porter plainte aujourd'hui dans notre société. Une femme ennemie, ça fait drôle de dire cela, mais tous les 3 jours meurt sous les coups de son compagnon. Donc cette violence, ce harcèlement sexuel a tellement relevé au fil des décennies de la sphère domestique que ça reste muet, et il faut vraiment que ça devienne quelque chose de public, qu'on puisse en parler et qu'on puisse dire qui est le fautif et qui est la victime. Est-ce que la justice est impuissante, Maître Morin? La justice fait ce qu'elle peut, mais un tel chiffre justifie qu'on soit autour de cette table et qu'il y ait une telle émission. Effectivement, émission avec donc ce documentaire exclusif, poignant, que vous allez regarder avec nous. On va se retrouver dans 1 heure, évidemment, avec nos invités pour débattre en direct. Regardez donc ce documentaire, signé Aurélien Delfosse, production Jérôme Casadieu. A tout de suite. « 17% environ de ces sportifs déclarent avoir déjà subi certaines formes de violences sexuelles ou pensent avoir déjà subi une forme de violence sexuelle. » Il y a eu des attouchements, il y a eu des tentatives de viol. Il a essayé de me faire taire par plusieurs moyens de pression, quoi. Je pense que j'étais douée, j'avais des qualités et j'aurais pu faire péter quelques tournois, je pense, quoi. Je crois que jusqu'à mes 35 ans, 37 ans, j'ai tué tout ça. Il faut appliquer le principe de précaution, surtout lorsqu'on est face à des mineurs. Pour l'instant, il n'y a que le sport qui compte et pour moi, le sport, ça me permet de revivre. Peut-être d'exprimer ce que je ne peux pas dire encore en mots. Évidemment, quand on communique sur un sujet, on obtient des témoignages.
être entrée dans l'histoire du sport français en étant la première à oser briser la loi du silence, vous savez, c'est pas un titre de gloire. Elle reste accrochée à son carré de service. 10 ans après la fin de sa carrière, sur ce cours de Saint-Tropez, Isabelle de Mongeau court encore après la balle jaune. Allez! Ça va, Boui-Boui? Je t'embête, Poupouille? Hein? Cette balle, qui à 12 ans, lui donnait des rêves de grand chelem. Cette balle qui, aujourd'hui, lui permet de rebondir, d'effacer le souvenir d'une carrière avortée. On a toujours mis le doigt sur ce que j'aurais pu gagner comme match, comme grand match, comme un moment comme tournoi, comme évolution en tout cas. C'est vrai que tout le monde comprenait pas en fait ce qui se passait. Globalement, quand on a subi ce que j'ai subi pendant un certain nombre d'années, parce que ça a duré malheureusement 9 ans, jouer au tennis dans cette situation-là, on peut penser que ça m'a vraiment empêché d'être parmi les meilleurs au monde, quoi. Et c'est vrai que j'en souffre par moments en me disant, j'aurais pu le faire et c'est dommage, quoi. Vive émotion, je vous le disais en titre, dans le tennis français. L'un des entraîneurs les plus capés a été mis en examen et écroué. Il est soupçonné d'avoir abusé de plusieurs joueuses mineures au moment des faits. Christelle Bertrand, Yannick Aroussi. Il est en prison depuis vendredi dernier. Entraîneur incontournable dans les années 80-90, Régis de Camaret est aujourd'hui suspecté de viol et agression sexuelle aggravée sur mineurs. Isabelle de Mongeau est une des joueuses qui a porté plainte. À l'époque, elle avait 12 ans. Ce n'est qu'aujourd'hui, à 40 ans, qu'elle trouve la force de briser le silence. Je repense à ces fois où il ne me touchait pas pendant 10 ou 15 jours. J'étais folle d'espoir à chaque fois. Je me disais peut-être que c'était fini tout ça. Et en fait, non. Il remettait toujours ça un jour ou l'autre. Jamais on n'en parlait. Jamais un mot sur ça, ni avant, ni pendant, ni après. Comme si ça n'existait pas. Son histoire, elle l'a fait exister dans ce livre, paru en 2007. Service volé fait sauter bien des verrous et déclenche, dès sa sortie, une déflagration sans précédent. L'opinion publique découvre, émue, le visage d'Isabelle. Mais surtout, les pouvoirs publics réagissent et s'emparent pour la première fois de la question des violences sexuelles dans le sport. À commencer par Nicolas Sarkozy, le tout nouveau locataire de l'Élysée, amateur de sport, il en fait un combat personnel. Un combat qui a aussi un intérêt politique, qui justifie l'une de ses premières décisions, celle de réunir dans un même grand ministère la jeunesse, les sports et la santé. 3 domaines que la question des violences sexuelles dans le sport réunit. Un chapitre s'ouvre pour les victimes de violences sexuelles dans le sport. Le contexte politique y est donc favorable. Mais l'affaire de Mongeau choque aussi par son ampleur. Avec l'ancienne 2e joueuse française, c'est une vingtaine de jeunes femmes qui accusent un seul et même entraîneur. À partir de demain et jusqu'à dimanche, Saint-Tropez va vivre à l'heure du tennis féminin. Une occasion de voir évoluer les meilleures Françaises qui sont le plus souvent dans les tournois à l'étranger. Régis de Camaret a fait de Saint-Tropez la pépinière du tennis féminin français. Construit à lui tout seul les carrières de Nathalie Tauziat et d'Isabelle de Mongeau. Ses résultats épatants lui assurent une légitimité. On apprécie alors ce coach discret qui bâtit sa réputation à l'abri des regards, se consacrant pleinement à son travail au sein de son académie. Chaque année, les meilleures joueuses de la région jouent des coudes pour intégrer cette fabrique de championnes. Elles sont logées ici, dans une villa qui fait office de pensionnaire. C'est celle-là la maison, c'est ça? Ah oui. C'est ça?
Ah bah oui, voilà. Ah voilà, c'est pour ça que je ne reconnaissais pas, mais ça a été fait ça après. La maison, cette maison. Donc c'était là que vous logiez? Ah oui, parce que la porte, elle est là. Avec... Parmi elles, Stéphanie Carouget. C'est une gamine de 12-13 ans lorsqu'elle est recrutée par Régis de Camaret. Pendant 1 an, il l'aurait violée et agressée sexuellement. C'est par là qu'il passait en fait pour entrer par la fenêtre de ma chambre. 20 ans après, Stéphanie se souvient des soirs où l'entraîneur se glissait dans son lit. Ah oui. Il me disait de laisser les volets entrouverts et puis la fenêtre entrouverte aussi, pas fermée avec la poignée. Donc oui, on l'entendait. Puis là, ça faisait du bruit dans les graviers, les herbes, tout ça. Et soit il va tomber sur des victimes qui le repoussent directement, soit on va être pétrifié, on bouge pas, et puis voilà. Et du coup, il continue tant qu'on se débat pas, ni rien du tout. Hein. Moi, je sais que j'avais plutôt tendance à me crisper, pas bouger. Mais c'est loin de là d'être un consentement non plus, hein, contrairement à ce qu'il dit, quoi. Au cours des débats, celles qui portaient les accusations les plus lourdes n'étaient pas les parties civiles, mais les témoins. 26 femmes se sont succédées à la barre pour dénoncer les viols répétés de l'ex-entraîneur, effet redoutable sur les jurés. Régis, il a 2 positions. Pour certaines, ce sont uniquement des menteuses. Et pour d'autres, comme Stéphanie, elles étaient tellement amoureuses de lui qu'il a été obligé de céder. Céder pour leur faire plaisir, puisque finalement, il se positionne, lui, en victime. Il dit qu'il a perdu son statut d'entraîneur parce que ces jeunes femmes étaient très excitées et qu'elles se déshabillaient devant lui, qu'elles s'asseyaient nues sur ses genoux. Et il n'a plus été maître de ses pulsions. Contacté, l'avocat de Régis de Camaret a refusé de nous répondre. Juridiquement, il reconnaît des faits d'agression sexuelle et pas des faits de viol, puisque l'histoire est la même que celle que raconte Stéphanie. Il s'arrête juste à la notion de pénétration sexuelle, où il dit « je ne l'ai pas pénétré, donc il n'y a pas viol ». Ça peut paraître habile, sachant que les faits d'agression sexuelle seraient prescrits. Et même s'ils sont reconnus, ils ne pourraient pas être condamnés pour cela. La prescription, l'une des clés de l'affaire. Les plaintes d'Isabelle de Mongeau et d'une vingtaine de victimes présumées sont trop anciennes pour être jugées. Stéphanie Carouget a, elle, pu se porter partie civile. En décembre 2012, Régis de Camaret a été condamné à 8 ans de prison ferme et placé en détention. Il a fait appel. Une fois que je suis sortie d'ici, j'ai un peu occulté le traumatisme et tout ça. J'ai mis ça dans le fond de ma mémoire. Donc on apprend à vivre avec sans pour autant oublier. J'arrive à mettre les mots, mais j'ai encore du mal à les prononcer. En fait, voilà, il y a des mots que je dis pas. Mais voilà, sinon maintenant, oui, je sais bien exactement tout ce qui s'est passé. Parmi toutes les violences que peuvent subir des victimes, effectivement, les violences sexuelles sont les plus difficiles à révéler. D'une part, parce qu'il y a très souvent une culpabilité de la victime, c'est-à-dire que l'auteur va faire croire à la victime que s'il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, eh bien, elle y est pour quelque chose. Donc elle va hésiter à déposer plainte de peur qu'on lui renvoie cette culpabilité. Puis il y a la honte, parce que la sexualité est liée à l'intimité et que la victime peut avoir honte de révéler certaines pratiques, ce qui a pu se dire, ce qui a pu se faire. J'en avais très peu parlé au niveau de ma famille, enfin avec mes parents, de la sexualité et tout ça. Et je crois qu'il a joué, il a profité de ça aussi, quoi. Où, malheureusement, voilà, on savait pas que c'était des viols. Et c'est à la barre qu'on a réussi à sortir beaucoup de choses et d'y mettre les mots. Mais je crois qu'au départ, en fait, on se rend pas trop compte de la gravité des faits. Et du coup... bah oui, ça devient ça, quoi. Parce que aussi, c'est difficile pour les victimes, dans ce corps à corps qu'elles ont quotidiennement, c'est parfois difficile de délimiter pour elles entre on me touche parce que c'est nécessaire et on me touche un peu trop près, etc. Parfois, la limite, la confusion, elle se fait dans un continuum, ce qui fait que c'est pas facile. Et des fois, il faut du temps, tout simplement, pour se rendre compte qu'on n'est plus dans le normal. Est-ce qu'on pourrait aller au-delà et dire que le sport est un domaine qui favorise l'apparition de violences sexuelles? Le sport ne favorise pas les violences sexuelles, mais il y a une proximité corporelle qui peut être troublante et perturbante parfois. Voilà, c'est bien. La proximité est le travail du corps, l'exaltation de la souffrance
sur le chemin de la performance. Dans les années 90, l'Institut national de la santé, l'INSERM, a réalisé une étude sur la santé des adolescents. Dans ces résultats, les jeunes sportifs y rapportent plus de violences sexuelles que les jeunes non sportifs. Comment expliquer ces résultats ? Je m'appelle Catherine Moyon-Debac. Un jour, j'ai décidé de consacrer une partie de ma jeunesse à faire du sport de haut niveau. Je me suis beaucoup entraînée, même parfois dur, pour y arriver. Et puis j'ai eu la chance d'être remarquée par l'entraîneur national de ma spécialité, qui est le lancer de marteau. Il m'a fait venir à Paris, à l'INSEP, à l'Institut national des sports. Et au début, ça a été une aventure merveilleuse qui s'est bien déroulée. Et ce n'est que par la suite que cela s'est transformé en cauchemar. C'est en 1991, lors d'un stage national organisé par la Fédération française d'athlétisme, que Catherine est victime d'agressions sexuelles. Elle décide de porter plainte. À plusieurs reprises, la justice reconnaît les agresseurs de Catherine comme coupables. Un stage qui aurait tourné au cauchemar pour Catherine et Michel. Elles affirment avoir été chahutées, harcelées, agressées sexuellement. Avant Isabelle, Catherine Moyon-Debac est la première à avoir brisé le silence. Agressée sexuellement par ses partenaires d'entraînement, elle se confie au quotidien L'Équipe en 1993. Elle pointe les carences du sport de haut niveau qui peut fragiliser, vulnérabiliser, jusqu'à ce que les frontières du tolérable et de l'inacceptable finissent parfois par se confondre. C'est vrai que j'avais une vision assez idyllique du sport de haut niveau et j'ai toujours d'ailleurs eu le sentiment de venir d'une autre planète, mais c'est vrai que pour moi c'était magique, c'était merveilleux, je pouvais pas aller dans un endroit meilleur puisque c'était le temple des champions et que je rêvais secrètement de devenir une championne. C'est un milieu organisé autour de la performance et de la domination. C'est-à-dire qu'il faut être le premier, il faut lancer le plus loin et sauter le plus haut. Donc c'est un milieu qui est organisé pour la hiérarchie, autour de la force, autour de la victoire. Au début, je posais beaucoup de questions à l'entraîneur national pour savoir pourquoi, comment. Et un jour, il m'a dit « Catherine, tu n'es pas là pour poser des questions, tu es là pour obéir ». Et depuis ce jour-là, en fait, à l'entraînement, je me taisais, j'étais assez renfermée et j'étais là pour travailler, je l'avais bien compris. Le milieu leur suggère, si tu te laisses dominer, on va te donner les recettes pour gagner et pour avoir une médaille, ce qui n'est pas faux en plus, puisqu'il faut se soumettre à un entraînement, se soumettre aux règles sportives. Donc être dominé permet d'accéder à une victoire sportive. Le dérapage est donc très facile. Donc quand l'entraîneur donnait des consignes ou des ordres ou un conseil, j'exécutais sans rien dire. Et parfois quand c'était très dur et que j'avais envie de pleurer, je serrais les dents, comme on dit, pour justement ne pas le montrer, parce que j'avais compris aussi que pour devenir une championne, il fallait être forte dans son corps, mais aussi forte dans sa tête. Catherine Moyon-Debac porte plainte contre ses agresseurs en 1991. Elle révèle alors une autre facette du sport de haut niveau. À quelques mois des Jeux Olympiques de Barcelone, cette affaire embarrasse. Alors jusqu'aux plus hautes instances, on organise le silence. Le ministère des Sports lance une contre-enquête. Nous avons retrouvé ce rapport qui n'a jamais été publié. Rendu en 1993, une semaine avant le procès, ses conclusions sont sans appel. Pour l'État français, il ne s'est rien passé. Le fait que je parle, que je dénonce pour la première fois dans l'histoire ce qui malheureusement est arrivé à d'autres avant moi et qui perdure malheureusement, posait un problème. C'est-à-dire que je pense que les gens n'imaginaient pas que moi j'allais dire la vérité et aller jusqu'au bout de ce combat. On avait entendu parler du harcèlement sexuel dans l'entreprise. Et on découvre que ces pratiques peuvent exister dans les coulisses du sport de haut niveau. À condition, bien entendu, de faire confiance aux plaignantes. Car il y a 2 thèses en présence et aucune preuve. « 20 ans après l'affaire Moyon-Debac, peu de sportifs osent encore briser le silence.
En tant que sociologue, pour moi, le fait qu'on ne parle pas d'un phénomène, c'est aussi important qu'on en parle beaucoup. Donc le silence, l'invisibilité de ces violences dans le cadre sportif a été pour moi un point de départ pour m'interroger sur les raisons de ce silence et sur ce qui faisait que peut-être l'environnement sportif était spécifique sur ce type de violence à un moment où, par ailleurs, les violences à l'église, à l'école ou dans l'entreprise avaient été dénoncées depuis déjà un bon moment. Mais d'où vient cette difficulté qu'on ne retrouve pas dans d'autres milieux? Ce sociologue s'est penché sur le rapport ambigu que peut induire la relation entre un sportif et son entraîneur. Par exemple, le rapport de pouvoir qu'exerce l'entraîneur sur les athlètes est quelque chose qui, dans le sport, est relativement accepté et qui n'est pas mis en cause, ou très difficilement, ou très rarement. Il y a des tas d'expériences, d'exemples que vous connaissez bien sûr, de relations très, très fortes, mais aussi très dures entre l'entraîneur et les athlètes. Donc ça, c'est quelque chose qui est une première spécificité, là où, par exemple, l'autorité de l'enseignant n'est pas suffisamment forte pour que les élèves ne parlent pas d'une agression ou d'un harcèlement. Comment un rapport d'autorité peut-il dévier en emprise sexuelle? Marine est une ancienne espoir du squash. Très jeune, elle obtient des résultats prometteurs. À 11 ans, ne vit que pour son sport. Son entraîneur devient son unique référent. Comment tu considérais ton entraîneur à cette époque-là? Quand j'ai été championne de France, je pense que j'ai été vraiment très contente de mes compétences. J'étais satisfaite de ce que j'avais fait, de ce que j'avais accompli. Et je pense que c'est comme ça que ça m'a amenée à le voir comme quelqu'un vraiment de génial sur le moment. Et en plus qu'il instaurait cette complicité. Et c'était à la fois un entraîneur, à la fois un ami, à la fois... Il était protecteur, donc comme quelqu'un de la famille. Il prenait un peu toutes les casquettes et du coup, c'est comme ça qu'il est devenu un peu, je dirais, quelqu'un que j'ai vraiment, vraiment idolâtré. L'entraîneur, c'est celui à qui on donne, nous sportifs, nous et la société, c'est celui à qui on donne tous les pouvoirs, puisqu'il est censé savoir les rythmes, la biologie, connaître le sportif, savoir ce qui est de mieux pour lui, comme le faisait notre mère et notre père quand on était bébé. Mais là, c'est l'entraîneur qui prend le relais de ce statut paternel dominant. Le sport peut aussi générer, comme d'autres situations, mais ça en fait partie, des relations duelles, ou des relations où il y a une très grande proximité, avec parfois une proximité quotidienne, des déplacements dans des lieux hors du commun, les hôtels, les tournois, etc. Donc tout un tas de situations qui peuvent, je ne dis pas qui systématiquement produisent, mais qui peuvent produire des circonstances pouvant favoriser les violences sexuelles. Au début, c'était, il me semblait purement amical. C'était des cadeaux, des intentions, des compliments. C'était des messages pour prendre des nouvelles, pour me dire qu'il pensait à moi, que j'existais vraiment pour lui, que j'étais sa préférée, que voilà, c'était des messages qui, pour moi, vraiment n'avaient pas lieu d'être entre un entraîneur et une entraînée. Pas des petites comme ça, 12 ans, je pense que c'était beaucoup trop jeune. À 13 ans, elle reçoit les premiers textos tendancieux. À l'entraînement, les gestes de son entraîneur sont de plus en plus déplacés. Mais la jeune fille ne perçoit pas le danger. Son coach a alors toute sa confiance. Quand la relation réellement a commencé, je devais avoir 15 ans et demi, 16 ans. Ça a été une relation intime et qui a commencé aussi sexuellement. J'ai envisagé une relation amoureuse comme j'aurais envisagé avec un jeune garçon. Mais voilà. Mais honnêtement, s'il n'avait pas demandé tout ça, j'aurais pas eu l'idée de faire tout ça. Il m'a emmenée sur ce qu'il voulait lui et pas sur ce que je voulais moi. Et ton entraîneur, que te disait-il pour t'assurer qu'il ne fallait pas que ce secret s'évente? Quand je lui demandais du coup si un jour ça allait savoir, si un jour ça allait s'officialiser, si il me disait on verra, mais pour l'instant il faut pas en parler parce que si on en parle je risque d'aller en prison.
Alors il me disait que comme il avait autorité sur moi et que je n'étais pas majeure, c'était du détournement de mineurs, que voilà. Maintenant, je pense qu'il était renseigné aussi puisque notre relation sexuelle a vraiment commencé vers 15 ans et demi, 16 ans et que la majorité sexuelle est de 15 ans et 3 mois. Certes, c'est la majorité sexuelle, mais qu'à 15 ans, on n'a pas toutes les notions qu'il est important d'avoir, je pense, pour entamer une relation, en tout cas avec quelqu'un qui est beaucoup plus âgé et qui a autant d'emprise. J'aimais mon sport parce que sinon je n'aurais pas continué à le faire. Mais je suis persuadée que j'aurais fait ça autrement et que j'aurais eu d'autres horizons. Je ne parle pas d'être championne ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. Mais j'aurais eu d'autres horizons dans ce sport. L'emprise sexuelle d'un entraîneur, Caroline, alors jeune patineuse de la région parisienne, l'a vécue dès l'âge de 13 ans. Pendant 30 ans, elle a tu tout cela. Elle parle aujourd'hui pour la première fois. Et comment se déroulaient les agressions chez lui? Alors ça, c'est quelque chose que j'ai jamais réussi encore à dire, mais bon, on va essayer. Après l'entraînement, il avait toujours l'habitude de prendre un bain. Et donc, il m'appelait. Voilà. Donc, la première fois, j'ai pas voulu y aller, évidemment. Enfin, voilà. La deuxième fois, un peu plus ardument, il m'a demandé, donc, vous avez 11 ans, 12 ans, 13 ans, vous avez peur de cette personne, vous faites quoi? Qu'est-ce qu'il vous demandait? Une fellation, des choses comme ça. Et ensuite, ça allait plus loin, puisque après, il fallait que j'aille dans la chambre et ça continuait, quoi. Après plusieurs années, c'était une habitude. Et que pour lui, c'est comme s'il m'aimait, quoi. Bon, je pense pas qu'à 13 ans, même à 15, mais je pense pas qu'à 13 ans, on tombe amoureux d'une enfant de 13 ans alors qu'on en a plus de 23, 25. C'est pas possible. Son coach est un des meilleurs formateurs de la région parisienne, à qui aucun patineur, aucun parent ne peut dire non. On lui passe les brimades, ses colères, son autorité excessive. Pire, c'est même pour ça que les parents lui confient leur enfant. Ses résultats parlent pour lui. Caroline quitte tout pour s'entraîner avec lui et découvrir le haut niveau. Déscolarisée, elle suit ses cours par le CNED et ne rentre chez elle que le week-end. Ses parents ne s'aperçoivent de rien. C'était marche ou crève. Si on n'y arrivait pas, on ne sortait pas de glace. Bon, ça encore, on peut dire que dans le sport de haut niveau, ce que nous cherchions à faire, c'était un petit peu normal, sauf que ces méthodes d'apprentissage étaient trop brutales. Donc des coups de protège-lames, des coups de baguette, des humiliations sur glace. Des insultes aussi, voilà, des claques, quelquefois. Est-ce que vous arriviez à mettre les mots sur ce que vous subissiez? Alors, ce que je subissais sur la glace, je prenais pour moi, parce que je voulais y arriver. Donc, et puis on était un petit peu tous... on était tous traités pareil. C'était traité, hein, c'est bien le mot que j'emploie. On était tous traités pareil. Par contre, à l'extérieur, je me disais que forcément, mes parents allaient voir quelque chose, forcément, ils allaient me sortir de là. Et tous les week-ends, je me disais, j'ai jamais réussi, quoi, à dire vraiment à mes parents ce qui se passait. Voilà. Et puis en plus, il faisait énormément d'efforts. Voilà, au lieu de changer la voiture, comme beaucoup de parents de sportifs, ils achetaient le matériel qu'il fallait, les stages coûtaient cher, enfin. Donc on était un petit peu redevables. Je me sentais redevable par rapport à eux, par rapport aux efforts
qu'il faisait pour m'amener en compétition. Enfin, donc là aussi, beaucoup d'ambiguïté dans l'envie de réussir et ce que je vivais à côté, quoi. Statistiquement, la plupart des violeurs sont des hommes qui n'ont pas confiance en eux et qui ne savent pas courtiser et qui pensent que pour avoir une relation sexuelle, il faut l'imposer, sinon jamais une femme pourra accepter un homme comme moi. Dans le cas de l'entraîneur, c'est souvent un homme qui a très confiance en lui et qui impose son désir et même qui impose sa loi. Et pour imposer sa loi, il ne peut pas demander carrément, donc il manipule comme un aigle qui chasse le lapin, qui attaque d'un côté et qui prévoit que le lapin va aller de l'autre côté et hop, qui attrape le lapin. Donc c'est des chasseurs. Et ces chasseurs manipulent la proie et manipulent l'entourage de la proie, manipulent la famille, racontent à la famille, vous savez, elle a fait des progrès, ce qui en plus est souvent vrai, elle a fait des progrès fantastiques grâce à moi, je vais la prendre chez moi pendant une semaine ou deux et la famille est tellement émerveillée qu'elle accepte. Donc ce sont des virtuoses de la manipulation. Un de mes parents rêvait que j'y arrive, que je réussisse, avec tous les efforts que je faisais, qu'il faisait, etc. Et je pense qu'il leur a promis monts et merveilles par rapport à ma carrière sportive. Donc c'était une confiance aveugle. Tout était fait pour que mes parents se disent bon bah on est tombé sur une bonne personne, il est très humain, bien qu'il ait des méthodes difficiles, parce que quelquefois quand même, je me rappelle de ma mère qui s'était quand même un petit peu fâchée quand j'étais revenue avec des bleus. Bon. Et des parents qui peut-être acceptent pour leurs enfants dans le cadre sportif que l'entraîneur leur crie sur leurs enfants, les humilie, leur parle de façon très déplacée parfois, sous prétexte de les motiver. Ces mêmes parents qui l'acceptent là ne l'accepteraient certainement pas dans le cadre scolaire. Donc c'est quelque chose qui est intéressant parce que la performance rend acceptable, par exemple la maltraitance, mais aussi des façons de se comporter avec des enfants, avec des jeunes, que notre société considère aujourd'hui comme étant inacceptables. Côte à côte ce matin, la ministre des Sports, Roselyne Bachelot, et Isabelle de Mongeau, championne de France de tennis en 1989. Cette sportive accuse son entraîneur d'alors de viol. Toutes deux ont dévoilé un plan pour lutter contre les abus et le harcèlement sexuel dans le sport. En 2007, Nicolas Sarkozy et sa ministre des Sports, Roselyne Bachelot, s'emparent de la question des violences sexuelles dans le sport. Ils lancent un plan de lutte national. C'est Greg Descamps qui est alors chargé de quantifier l'ampleur de ces violences. Il n'y avait eu jusque-là aucune évaluation du phénomène. C'est tout un contexte qui est survenu après la parution de l'ouvrage d'Isabelle de Mongeau, qui est l'une des sportives qui, après Catherine Moyon-Debac, a été médiatisée pour avoir dénoncé des violences. Elle a envoyé son ouvrage au président nouvellement élu à l'époque, qui a ensuite chargé Madame Bachelot de mettre en place un dispositif non seulement de lutte contre les violences, mais surtout, et ça c'était important dans l'action de Madame Bachelot, c'était de libérer la parole des victimes. Quand Isabelle vient me trouver, je sais qu'il faut faire quelque chose et qu'il faut agir vite. Et c'est là que je vais donc demander d'abord un état des lieux. Parce qu'on ne peut combattre que ce qu'on connaît bien. J'ai simplement dit, je ne pense pas être le seul cas dans le monde du sport à avoir été touché. Et quand je vois notre affaire aujourd'hui, l'ampleur qu'elle est en train de prendre, voilà, je pense qu'il y a véritablement un plan de lutte à mettre en place au sein du ministère des Sports. La France est très en retard par rapport aux pays d'Europe du Nord et d'Amérique du Nord, qui sont des pays dans lesquels, dès le début des années 90, il y a eu des enquêtes nationales, ce qui fait que maintenant, dans ces pays, il y a des dispositifs de lutte et de prévention qui sont très étoffés, qui sont efficaces, mais qui sont efficaces également parce que ces pays se sont donné les moyens de les mettre en application. Le sport serait un terrain propice à ce genre d'agissement. Le silence serait souvent de mise et
actuellement, aucun dispositif de prévention et d'accompagnement n'existe. Selon un rapport de l'INSERM, plus la pratique sportive est intensive, plus les violences s'accroissent. On a des embryons d'études, mais pas quelque chose de suffisant pour étayer véritablement une action ministérielle. Je vais donc demander à l'Université de Bordeaux 2 de mener une étude. Les résultats de cette étude sont sans appel. Nous avons pu considérer qu'un peu plus de 17% de l'échantillon de sportifs sollicités, qui était quand même composé de plus de 1400 sportifs, 17% environ de ces sportifs déclarent avoir déjà subi certaines formes de violences sexuelles ou pensent avoir déjà subi une forme de violence sexuelle. C'est qu'il y avait quand même des sportifs qui nous disaient « Il se peut que j'ai déjà subi une tentative de viol qui a échoué ». Nous, notre parti pris scientifique, qui avait pour objectif d'essayer d'estimer l'ampleur du phénomène le plus précisément possible, c'est de dire que si on exclut ces réponses, on va nettement sous-estimer l'ampleur du phénomène. Et que clairement, si un sportif vous dit « il se peut que j'ai déjà subi une tentative de viol échouée », c'est qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé qui n'est pas négligeable et qui a quand même laissé suffisamment de traces à la personne pour qu'elle se pose ce type de questions. On en parle peu, mais la violence sexuelle existe dans le sport et elle est, semble-t-il, plus importante qu'on ne pourrait l'imaginer. Il faut qu'on sache que ça existe. L'étude scientifique est là pour ça, pour dire que c'est un phénomène qui, s'il n'est pas majoritaire, n'est pas un phénomène marginal. Ça va nous permettre de présenter un plan. Bien sûr, Isabelle de Mongeau est à la manœuvre, elle anime ces groupes de travail, elle est là. Elle va aussi secouer l'administration, qui a toujours envie que tout ça s'endorme. Il y a eu un travail qui a été fait très rapidement et qui a été très positif, voilà, on est allé très vite et il y a eu tout de suite des choses concrètes qui sont arrivées voilà, dans le monde du sport. Je crois qu'on a fait très peur aussi, malheureusement. En 2009, le gouvernement incite les instances du sport français à redoubler d'attention et à prendre leurs responsabilités pour confondre les auteurs supposés de violences dès qu'un témoignage leur parvient. Et cette charte, elle va dire des choses finalement fortes, mais évidentes. La charte, c'est de dire qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Par exemple, on acceptait qu'un encadrant sportif couche dans la même chambre que les sportifs qui l'accompagnaient. Et on le faisait au motif qu'il fallait réduire les coûts des déplacements. Ben non, c'est pas normal. Mais il faut que ça soit accompagné d'un dispositif qui va perdurer dans le temps. Or, le dispositif qui a été mis en place en France, qui est une avancée très importante sur le plan politique et sur le plan sportif, parce qu'avant, il n'y avait rien. Le problème, c'est que sa mise en application, c'est une véritable catastrophe. Dès juin 2009, Ramayad devient secrétaire d'État au sport. Roselyne Bachelot, elle, n'est plus directement en charge du dossier, qui n'est plus prioritaire. Du plan de lutte, il ne restera bientôt plus rien. Environ 6 mois après, j'ai reçu un coup de fil du ministère des Sports me demandant de leur faire parvenir très rapidement un exemplaire du rapport parce que Ramayad voulait le consulter et que personne dans le ministère n'arrivait à en retrouver un exemplaire. À peine 6 mois après la remise du rapport. Alors vous pouvez maintenant imaginer que ça fait 5 ans que l'enquête a été réalisée, où on en est. J'aimerais bien savoir qui au ministère a connaissance de l'existence du rapport. Comment le ministère s'est assuré que le dispositif fonctionnait correctement ? Eh bien, nous rencontrions régulièrement avec les responsables sportifs, aussi bien du comité olympique que des fédérations, et ils connaissaient mon implication sur ce sujet, donc ils me rendaient compte.
nous avons été plusieurs à alerter le ministère sur la nécessité qu'un budget spécifique soit alloué à l'évaluation du dispositif. Ce qui ne s'est pas fait, ce qui a été considéré comme allant se faire l'année suivante et qui ne s'est jamais fait. Il n'y avait pas besoin de budget dédié à cette évaluation. Le ministère des Sports a un rôle d'incitation, d'animation qui se mène à travers des budgets qui existent. Il suffit d'une volonté politique. Aucune démarche n'a été entamée afin d'en évaluer l'efficacité. Et ça, n'importe quel chercheur pourra vous dire que si on met en place une intervention sans chercher à savoir si ça sera efficace, vous pouvez être sûr que ça ne sera pas efficace. 5 ans après le lancement du dispositif, nous avons voulu savoir ce qu'il en restait. Quelle politique de lutte contre les violences sexuelles est aujourd'hui menée? Le ministère des Sports, qui a pourtant fait de la lutte contre les discriminations et les violences l'un de ses grands chantiers, n'a pas souhaité répondre à nos questions. Le sport amateur est le premier concerné par les violences sexuelles. Ces dernières années, nous avons recensé plusieurs dizaines d'affaires. Voici 2 histoires. Elles illustrent à leur manière des dysfonctionnements graves qui peuvent toucher le monde amateur. Nous avons rencontré Kevin dans la banlieue de Tarbes. Dès l'âge de 8 ans, il est agressé sexuellement et violé par son entraîneur de foot. Il lui a fallu 9 ans avant de porter plainte en 2007, avant de se libérer. Pourquoi un jour, 10 ans après, tu parles? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu du coup mes parents qui ont divorcé, la naissance de mon petit frère. Et un jour, ma mère était invitée chez lui. Il y avait mon petit frère qui était sur ses genoux quand moi je suis arrivé. Et là, de suite, je me suis dit, s'il fait vivre ça, ce que j'ai vécu moi, mon petit frère, quelque part, ça m'a fait ouvrir les yeux. Je me suis dit, il n'a pas le droit de toucher à mon petit frère, il n'a pas le droit de toucher à un autre petit garçon. Ce qu'il m'a fait à moi et déjà à d'autres victimes, du coup, il ne le fera plus, quoi. Kevin a eu l'occasion de parler plus tôt. Son entraîneur avait fait l'objet d'une plainte pour attouchement sur mineur en 98. Nous nous sommes procuré le rapport d'enquête qui avait disculpé celui qui était déjà son agresseur. À l'époque, les gendarmes mènent une enquête à distance. Aucun enfant n'est entendu directement. Et ce sont les parents qui sont invités à interroger leurs enfants. Mais selon Kevin, l'entraîneur aurait fait pression sur ces derniers pour qu'ils gardent le silence. L'affaire est ensuite classée sans suite. Aujourd'hui, l'avocat de Kevin s'étonne qu'aucune mesure d'éloignement n'ait été prise. Pendant la durée de l'enquête et dans la même semaine, cet entraîneur a pu être interrogé par les gendarmes et diriger les entraînements. En 98, l'enquête a été tout ce qu'on peut de plus light. C'est-à-dire qu'on a seulement interrogé le président du club de football. On a interrogé, bien entendu, l'auteur présumé, on a interrogé cet entraîneur de football. On a interrogé également certains membres de l'encadrement scolaire du jeune garçon qui s'était plaint. On n'est malheureusement pas allé plus loin. Il n'y a pas eu de signalement auprès de la Fédération française de football. Il n'y a pas eu le principe de précaution élémentaire qui aurait amené à ce que cet entraîneur ne puisse plus officier dans le moindre club de football. Il n'a pas été exclu. Et on a pensé pouvoir ainsi enterrer l'affaire. Voilà. Ouais, Jaja. Écartez, faites-les courir, les gars. Nous sommes retournés à Orlex, le club dans lequel officiait l'entraîneur
au moment de cette première plainte. Allez, gros joueur, meilleur, recherchez Cet ancien dirigeant qui était resté 1 an au sein du club était soupçonné d'attouchement sur mineur à la fin d'un entraînement dans des douches. Et donc j'ai été surpris parce que cet ancien dirigeant avait pris des responsabilités au niveau du district, qui était vice-président du district. Donc pour nous, on est tombé un peu des nues, quoi. Depuis cet épisode, le club a revu son organisation. La ligne de conduite, c'était avoir 2 éducateurs par équipe et surtout qu'ils aient un local séparé des enfants pour la douche, quoi. Donc là, on a réussi à le mettre en place parce que c'est pas évident de recruter des bénévoles. Et donc là, toutes les équipes ont 2 éducateurs. Les enfants se douchent d'un côté et les éducateurs à l'opposé du stade, donc dans un autre bâtiment. Donc là, ça ne peut plus arriver, ça. Mais en France, presque aucune règle n'encadre le recrutement des bénévoles. Oh merde! Allez, les gars, allez! Voilà, seul Thibaut. C'est ça, perds pas Thibaut, perds pas! Quel contrôle effectuez-vous sur les bénévoles que vous recrutez? Le contrôle, il n'y a pas trop de contrôle. Non, je vous dis, c'est comme c'est souvent les parents des enfants qui viennent. Bon, on est tellement content d'avoir des bénévoles qu'on n'exerce pas trop de contrôle. Puis bon, on ne cherche pas à savoir, quoi. Allez, bleu. L'agresseur présumé de Kevin a pu passer en toute impunité de club en club pendant une décennie. Aujourd'hui encore, les instances sportives nous ont dit n'avoir pris aucune mesure préventive et attendent un jugement définitif avant de réagir. Peut-on imaginer que monsieur entraîne aujourd'hui un club dans une autre région, dans un autre district, où son passé n'est pas connu? Tant que cet homme ne sera pas sanctionné, et je l'espère sévèrement, pour les faits qu'on lui reproche, cet homme n'aura aucun antécédent judiciaire et cet homme pourra malheureusement officier dans n'importe quel club sportif qui ne serait pas avisé, en tout cas des soupçons graves qui pèsent sur lui actuellement. Des associations d'aide aux victimes militent donc pour un durcissement des règles de recrutement des bénévoles. Car les clubs amateurs n'ont pas le droit de consulter les extraits de casier judiciaire de leurs encadrants. L'avocat de Kevin le déplore. Ces fichiers, malheureusement, ne sont pas consultables par tout un chacun. Il faudrait, à mon sens, prévoir un droit d'accès des différentes associations sportives aux différents bulletins judiciaires du casier judiciaire de ces entraîneurs, afin de connaître des antécédents éventuels qu'il aurait pu avoir par le passé. À l'autre bout de la France, à Lille, une autre affaire met en lumière les failles du contrôle des encadrants sportifs. Victime d'attouchements répétés, Stéphanie a développé des troubles de la parole et de la mobilité. Elle a rendez-vous chez son orthophoniste. Merci. Mais c'est encore sur les tatamis que Stéphanie s'exprime le mieux. Battez! Non, c'est pour ici. Hein. Ça s'explique aussi. Vas-y. Pourquoi je suis violent au sol? Pourquoi Pourquoi je suis violent au sol? Pourquoi tu es violent au sol? Alors tu peux l'expliquer? Méchant, il a toujours fait plein de saloperies avec moi. Oui. Ma seule façon de survivre, c'était de... Donc l'histoire qu'elle vous raconte, moi je la découvre aujourd'hui, vous voyez. Mais c'est bien, parce que je trouve qu'il faut justement qu'elle de temps en temps elle lâche un petit morceau si ça lui fait du bien. Hein, d'accord? Voilà. On va se passer les uns des autres. Hein.
Et là, on va venir passer la jambe. On part pas avant, hein. Midou. 6. Pourquoi je suis plus violent au sol? Déjà pour une raison motrice, je suis sur mes genoux, donc beaucoup moins de fragilité. Deuxième raison, c'est qu'avec mon méchant, beaucoup de travail s'est fait au sol. Et un round de rue, c'est 3 minutes. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui passe son temps à rentrer les mains dans votre t-shirt pendant 3 minutes, c'est très très long. C'est vraiment 3 minutes en train d'essayer de se demander comment on va faire pour sortir les mains. Même au bout de mettre un t-shirt, 2, 3, 4. Même quand je suis arrivée ici, on m'a demandé « T'as pas oublié d'enlever quelque chose ?» Non, j'ai pas oublié d'enlever quelque chose. J'en suis arrivée à 2 t-shirts, je peux pas faire moins pour l'instant. L'entraîneur de Stéphanie avait toute sa confiance. La jeune femme a donc mis plusieurs années avant de comprendre qu'elle a été victime d'attouchement. Pourquoi pendant tant d'années, tu ne t'es pas révolté lorsqu'il y avait des gestes déplacés? Bah, j'ai pas compris que c'était du déplacé. Le tout, c'est il a des lunettes. Alors, je sais bien que c'est facile le déni, hein. On s'enferme facilement dans le déni. Il a des lunettes. Quelqu'un qui a des lunettes en combat, on dit toujours on enlève ses lunettes pour combattre parce que c'est dangereux et tout ça. Bon, il enlève ses lunettes. Bah, je dis il a pas de chance, il tombe tout le temps dans mon t-shirt. Bon, bah, je mets 2 t-shirts, 3 t-shirts, je mets un short. Bon, ok, il tombe tout le temps au mauvais endroit. Mais je suis rentrée un peu dans le même problème que ce qu'on va retrouver dans le patinage artistique, toutes les disciplines où on a des entraîneurs individuels. Puisque je me suis entraînée pendant des années qu'avec lui. Et un jour, j'ai eu l'occasion de combattre contre un aveugle. Et là, j'ai dit, là, c'est sûr que lui, il n'y voit rien. Comment ça se fait qu'il ne termine pas dans mon t-shirt? Lorsqu'elle se décide à porter plainte, les faits d'attouchement sont prescrits. Son ancien entraîneur ne peut pas être suspendu, même s'il reconnaît les faits dans son procès verbal. Une situation que la judocate n'accepte pas. Elle se tourne alors vers l'Institut national d'aide aux victimes pour trouver une solution. L'INAVEM lui conseille de déposer plainte devant un tribunal civil où il n'y a pas de prescription pour qu'elle fasse reconnaître au moins son statut de victime. Je crois que les victimes de violences sexuelles dans le sport ont besoin de parler, d'être entendues. La plupart du temps, réellement, c'est faire en sorte que l'auteur des violences ne puisse pas recommencer. L'entraîneur de Stéphanie a été condamné par le tribunal civil. Mais sans condamnation pénale ou correctionnelle, il n'y a aucune suspension, aucune interdiction d'exercer. Il travaille donc aujourd'hui dans plusieurs clubs de la région lilloise. Nous avons contacté la Ligue du Nord-Pas-de-Calais. Elle assure connaître le cas de Stéphanie, mais ne rien pouvoir faire contre son ex-entraîneur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je comprends pas comment on peut être amené à faire ça. Comment on peut faire ça sur un tatami alors qu'il y a un code moral. Et ce que j'ai apprécié de mon avocat, le dernier avocat, c'est que je ressors à la fin avec un papier qui me plaît, puisqu'elle dit dans tout sport, il y a une règle, et toute personne qui ne respecte pas la règle est hors jeu. Et tous ces aveux, elle a montré que tous ces aveux étaient totalement en discordance avec tous les points du code moral. T'as le temps, t'as le temps. Selon les statistiques, 37% des personnes agressées sexuellement le sont avant l'âge de 16 ans. Le ministère des Sports a pris en compte cette situation. Dans ces structures de formation de sport au haut niveau, les CREPS, des sessions de prévention sur les violences sexuelles sont organisées. Nous avons eu l'autorisation de suivre une session d'information au CREPS d'Aix-en-Provence. C'est l'un des bons élèves en la matière. Le public, des adolescents de 14-15 ans, pas toujours très à l'aise pour aborder ces questions.
Mais l'objectif de la journée est rempli, libérer la parole pour en finir avec un tabou. Reste à savoir si cet établissement modèle est réellement plus ouvert sur le sujet. Pas sûr, vu l'embarras d'une responsable. Est-ce que vous avez déjà eu des cas de violence sexuelle ici au Ici, ah mais si je dis ça, les parents ils vont plus mettre leurs gamins ici. Ça craint. Si je raconte l'histoire là. Il y a une enveloppe de 200 € par En fait, on avait eu un souci dans l'internat, donc d'une jeune fille qui avait subi une agression et en fait. C'est quoi comme agression? Caractère sexuel. Donc on a réussi à, on va dire, faire en sorte que finalement ça se termine plutôt bien, dans le sens où les maîtres d'internat ont des consignes. Voilà, donc ça leur a permis de constater qu'il y avait un jeune garçon qui était dans la chambre et que la jeune fille n'était pas d'accord. Je pense qu'on aura vraiment fait un gros progrès quand les responsables de fédérations, quand les directeurs d'établissements sportifs se sentiront libres de signaler des violences. Se sentiront libres de le faire parce qu'on ne viendra pas considérer que s'il y a des violences dans leur établissement, c'est parce que leur établissement est mauvais, parce qu'il est dangereux. Non. Des violences, il y en a dans tous les établissements. On s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on discute de ces questions, il y a des choses qui sortent. Elles ne sortent pas parce qu'on demande ce qui s'est passé, elles sortent spontanément parce que les athlètes, filles ou garçons, ont besoin qu'elles sortent. C'est plutôt du côté des établissements qui n'ont jamais rien signalé qu'il faudrait peut-être être un peu suspicieux. Au moins, les établissements qui ont déclaré quelque chose, eh bien, on a la garantie que s'il se produit quelque chose dans cet établissement, ça sera signalé. Au cours de notre enquête, nous constatons que le monde du sport n'a pas toujours les armes, mais ne se donne pas toujours les moyens de lutter contre ce phénomène. Certains réclament aujourd'hui la mise en place de suspensions provisoires systématiques et demandent que le principe de précaution s'applique dès qu'un cas de violence est révélé. Je pense qu'on ne peut pas se permettre de faire subir de telles choses. Donc il faut voilà, entre présomption d'innocence et protection de la victime, je pense que pour les mineurs, il faut choisir protection de la victime, voilà, tout en respectant l'individu, en lui disant on ne préjuge pas du jugement qui va être rendu, mais on vous demande de ne plus approcher ces enfants mineurs. En recueillant le témoignage d'une patineuse, nous nous sommes rendus compte que l'entraîneur mis en cause avait encadré des stages pour la Fédération des sports de glace. Nous avons sollicité une interview avec son président pour l'avertir de la situation. Caroline n'a jamais osé aborder le sujet avec ses dirigeants. J'attends pas grand-chose de ma fédération, en fait. Parce que si déjà, dans une fédération, ils n'arrivent pas à aborder ce problème, ils n'arrivent pas à le résoudre, et de se dire, oui, OK, il y a quand même des choses à voir, il faut vraiment qu'on fasse le ménage. Je pense pas qu'ils le feront. Pour moi, c'est invraisemblable, si tel est le cas, que des entraîneurs puissent se comporter de cette manière. Est-ce que vous pensez que dans la semaine, vous aurez le temps de nous recevoir à la fédération pour répondre à mes questions? Vous savez, je ne sais pas trop ce que je peux vous dire de plus que ce que je viens de vous dire. Après avoir accepté notre invitation, DJ Gayagé nous a expliqué le lendemain qu'il ne souhaitait plus s'exprimer. Lui et sa fédération ont pourtant signé la charte contre les violences sexuelles dans le sport. Ils se sont engagés à agir rapidement lorsqu'une plainte ou une allégation leur est soumise. Ça fait des années qu'on en entend parler, qu'on en parle, mais c'est vraiment l'omerta. On sent qu'il ne faut pas exprimer à haute voix ce qui se dit dans les couloirs. Je trouve ça très choquant que bien des responsables se taisent, à tous les niveaux d'ailleurs, hein, que ce soit au niveau sportif, mais également au niveau politique, et je trouve ça très triste. Dans ce milieu comme dans d'autres, on continue de penser que lorsque des faits aussi graves que ceux dont on parle vont survenir, il vaut mieux dissimuler
et taire tout ce qui a pu se produire pour ne pas entacher l'image du sport français. Quel est je dirais, le progrès majeur dans la lutte contre les violences faites aux femmes? C'est que pendant toute une période, on a estimé que c'était une affaire privée. Votre compagnon vous frappe, c'est une affaire privée. Vous avez qu'à partir, vous avez qu'à vous séparer. Puis qu'est-ce que vous avez fait? Et puis d'un seul coup, c'est devenu une affaire publique. Frapper une femme, c'est un crime. Vous allez être condamné. Eh bien, il faut que tout ce qui est harcèlement, tout ce qui est... Voilà, ça devienne une affaire publique. Ce n'est pas une affaire de vestiaire. Donc j'ai abordé le sujet de manière privée avec certaines personnes, entre quatre yeux, en disant « Mais écoute, voilà, il y a un vrai problème, maintenant il serait peut-être temps de faire quelque chose. Vous avez les moyens d'agir, ou tu as les moyens d'agir, vas-y, qu'est-ce que tu as l'intention de faire ?» Mais malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de réponses, même aucune. Je ne sais pas ce qu'il pourrait faire. Je pense que... je pense que soit ils ouvrent un petit peu les vannes et ils essayent de nettoyer le tout, ou soit ils les laissent fermer et puis tout le monde continue en famille de faire sa petite soupe là, et puis les petites histoires de temps en temps comme ça passeront, et puis c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, ça touche une ou deux personnes, c'est pas spécialement grave de détruire une personne. Vous avez eu des discussions avec le président de la fédération sur ce sujet? Oui, mais c'était visiblement un sujet très gênant. Ces dernières années, plusieurs affaires ont éclaboussé la fédération. Un entraîneur a été condamné à une longue peine de prison pour des faits de viol et d'agression sexuelle sur mineurs. Un cadre technique de la fédération a lui été suspendu pour des faits de harcèlement sexuel par l'ancienne ministre des Sports Marie-Georges Buffet. Nous nous sommes procuré le rapport interne ayant justifié sa mise à l'écart. On peut s'étonner que ce soit la ministre des Sports qui écarte un cadre technique et non pas, par exemple, le président d'une fédération. Ah mais moi, ça ne m'étonne pas du tout. Et quand je dis ça, je ne mets pas en doute l'honnêteté des présidents en général, ou des responsables sportifs en général, du tout. Mais je pense qu'on ne peut pas, quand on est en famille, quelque part, on laisse les choses se régler en famille. Et avant de dire, mais le membre de ma famille qui est là, il est coupable, il fait quelque chose de mal, et donc il faut que je le sanctionne, que je lui dise et que je le sanctionne, c'est très difficile. À notre grande surprise, la famille de Laglace a rapidement réintégré cet individu. Malgré le rapport de l'inspection générale dont il a fait l'objet, il fait aujourd'hui partie des cadres dirigeants de la fédération. Une dernière chose, monsieur que vous aviez écarté au début des années 2000 est aujourd'hui l'un des dirigeants de la Fédération française des sports de glace. Ah bon? Qu'est-ce que vous en pensez? Je l'ignorais complètement. Bien sûr, je ne peux pas dénier à un individu le droit de vivre sa vie à partir du moment où la justice le laisse libre, etc. Il y a pas de, je peux pas, c'est pas à moi de. Voilà, mais ce que je comprends pas, c'est que dans la grande famille de la glace, ça pose pas problème. Moi, ça leur pose pas problème. C'est le symbole de quoi? On reste en famille, quoi. On reste en famille. Merci. Mais merci.
Voilà donc pour ce reportage, cette enquête de l'équipe Investigation, les violences sexuelles dans le sport. Comme promis avec nous, nos invités, Isabelle de Mongeau, ancienne championne de tennis, Marie-Georges Buffet, ancienne ministre des Sports, qu'on a aperçue dans le documentaire, tout comme Greg Descamps, psychologue du sport, et Éric Morin, avocat pénaliste. Débat, questions, beaucoup d'interrogations. C'est vrai qu'on reste parfois assez pantois, c'est un climat assez lourd quand même dans ce qu'on vient de voir dans cette enquête exclusive. Marie-Georges Buffet, est-ce que vous pensiez que l'omerta pouvait être ancré à ce point dans le milieu du sport? Je pense que dans le milieu du sport, on pense qu'on peut s'auto-réguler. Alors, je ne pense pas qu'aucune institution ne peut s'auto-réguler. Et donc, il faut qu'il y ait contrôle, évaluation et contrôle. Voilà. Et il faut pour cela se donner des structures pérennes. Je ne vais pas reprendre l'exemple du dopage, mais j'aurais pu avoir une volonté politique sur le dopage. Et ça n'aurait servi à rien s'il n'y avait pas eu ensuite la structure pérenne, l'agence indépendante de lutte contre le dopage, justement indépendante du mouvement sportif et indépendante du politique, et puis ensuite l'agence mondiale. Parce que si on ne se donne pas des structures indépendantes qui ont des pouvoirs d'évaluation, de contrôle et de sanction, voilà. Ce serait une première mesure à prendre, créer une agence indépendante pour travailler sur ce domaine pour vous. Parce que, on peut dire que c'est le ministère qui doit le faire. Bon. Bien sûr, c'est le ministère qui doit le faire. Mais en l'occurrence, le ministère actuel, il ne répond pas aux questions. Oui, mais le ou la ministre, pour commencer, elle est aussi sous la pression de l'opinion publique. Et son indépendance peut être mise en cause. C'est pour ça qu'on a créé une agence indépendante pour le dopage. Parce que moi, je pouvais tout à fait faiblir à un moment sur le dopage. Si la pression de l'opinion est trop forte, si on peut faiblir. Donc il faut se donner des instruments qui empêchent de faiblir. Je crois que c'est ça qui est très important. Ouais. Parce que c'est compliqué d'en parler, bien sûr, mais est-ce que c'est tabou, ce sujet, Isabelle de Mongeau, dans le sport? Que ce soit à votre époque et peut-être dans ce que vous avez observé au fil du temps? Je pense qu'on est toujours dans le silence. Je pense qu'on a déclenché quelque chose, un raz-de-marée, j'ai envie de dire, mais on a essayé en tout cas de mettre certaines choses en place, mais on n'est pas allé au bout du programme. Et moi, je trouve que ce qui me rend encore ce soir terriblement... Voilà, ça m'affaiblit aussi quand je vois tous ces témoignages, et je trouve qu'on n'est pas allé jusqu'au bout pour aller toucher les dirigeants, enfin tous ces gens qui entourent le sportif, en fait, la sportive, sur tout ce qui est aussi les gens comme les kinésis, les kinés, le corps médical qui entoure aussi le sportif, qui est capable de récolter aussi la parole des victimes. Et je crois qu'après, c'est de mettre en place, demander à tout le monde de se responsabiliser, en fait, à un moment donné. Je sais que pour ma part, beaucoup de gens ont réagi en disant « Mais tes parents, qu'est-ce qu'ils ont fait ?» Mais mes parents, ils sont pas responsables. Le responsable, c'est déjà l'agresseur. Mais le président du club, qui à cette époque-là a accepté de faire entrer cet homme qui avait même pas de diplôme, qui n'était même pas diplômé d'État, donc on n'aurait jamais dû le rencontrer sur notre route, cet homme. On a vu dans le documentaire aussi qu'il y a un problème avec le bénévolat aussi. Les clubs sportifs recherchent des bénévoles, mais il n'y a aucune enquête, donc il y a un sentiment d'impunité qui peut rester quasiment permanent. Oui, non, mais c'est clair que c'est un lourd combat, et je trouve qu'aujourd'hui, on doit aller vraiment à la base, toucher tout ce qui est la famille, les enseignants, les dirigeants, et tous leur demander de devenir responsables et d'accepter d'en parler, parce que c'est vrai que j'ai envie de dire, moi, sur à peu près il y a à peu près 37 présidents de ligue de cette fédération de tennis, j'ai eu 2 présidents de ligue qui m'ont soutenu depuis que cette affaire a commencé. Et on a l'impression que ça fait toujours peur d'en parler, on n'ose pas en parler. Au cours d'un dîner, on ne va jamais parler de ça, en fait. C'est quoi? C'est de l'indifférence? C'est la peur d'être mal vu? J'ai l'impression parce qu'on est du sérail et qu'il ne faut... Et parce qu'en parler, c'est tabou, justement? Parce que ça touche des gens proches de nous, de l'entourage, et ça dérange. Voilà, c'est là où ça peut devenir très grave, et il peut se passer des choses très graves aussi à l'intérieur. Et à partir de là, les gens souhaitent pas rentrer dans ces difficultés. Donc on préfère ne pas en parler. Donc il faut essayer en tout cas d'avoir plus d'accès aux victimes, évidemment, et à l'entourage pour récolter des informations. Greg Descamps, votre enquête, elle date de 2008. Est-ce qu'aujourd'hui, elle reste d'actualité? Est-ce qu'on a le moyen de savoir, ou est-ce qu'elle est obsolète,
Si elle est obsolète, c'est inquiétant parce qu'on peut imaginer que c'est surtout exponentiel et que le degré, le taux de violence sexuelle n'a pas baissé. Ça, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. Maintenant, on est à peu près 5 ans depuis la remise du rapport. L'enquête avait été réalisée sur une population de 1400 sportifs qui n'étaient pas forcément issus de toutes les régions françaises, mais on peut quand même considérer que l'échantillon était relativement représentatif et qu'on puisse considérer que ces résultats, on pouvait travailler à partir de ça. Ça a permis une prise de conscience d'une certaine façon. Il y a eu le dispositif qui a été lancé à ce moment-là. Et très vite, le silence, comme le dit Isabelle, c'est à nouveau imposé. Et c'est pas la première fois que le silence s'impose. Parce que 10 ans avant, il y a eu l'affaire des lanceurs de marteau qui a été portée par Catherine Moyon-Debac. Ça a quand même fait un certain nombre de remous sur le plan médiatique. Et puis à nouveau, le silence s'est imposé avant qu'il y ait eu l'affaire qui soit portée par Isabelle. C'est pour ça que quand Madame Buffet dit qu'il y a nécessité d'organismes qui seraient extérieurs pour gérer les choses, mais on ne peut que plaider pour ça. On constate là dans le reportage que quelques semaines avant le procès qui était lié à l'affaire des lanceurs de marteau, il y avait une note émanant de l'inspection générale des sports qui disait que rien ne s'était passé de significatif, et ce, puisque ça se sait au niveau du ministère, sans même que les personnes impliquées dans l'affaire aient été consultées. Donc on peut même douter que le ministère soit le meilleur organisme pour traiter ce genre de problème. Ce qui veut dire qu'en matière de justice, Éric Morin, seul le témoignage des victimes peut peser lourd, peut compter. Parce qu'effectivement, il est récolté les témoignages extérieurs de l'entourage, mais il y a toute une démarche à faire. On rentre quand même dans une mécanique très compliquée pour que, à l'arrivée, que les choses changent. D'abord, c'est une parole difficile à libérer. Franchir la porte d'un commissariat de police ou d'une gendarmerie, alors même qu'on n'en a pas parlé à son entourage, c'est toujours quelque chose de difficile. Et puis après, il faut qu'il y ait une écoute. Elle est de plus en plus professionnelle de la part des services d'enquête et des magistrats, mais le temps de la justice pénale n'est pas obligatoirement le temps que l'on souhaiterait du côté des organisations ou du côté même du concret, parce que mercredi prochain, il y a sport et qu'est-ce que l'on va faire de cet entraîneur? Et le temps de la justice pénale, il est lent, et c'est un constat qu'on fait tous les jours. Alors il faut aussi, comme vous le disiez, Madame le Ministre, peser entre la présomption d'innocence et le principe de précaution. C'est toujours délicat. Et il faut en tout cas, que cette parole des victimes, une fois qu'elle a pu commencer à se libérer, que la justice aille le plus vite possible pour que l'on puisse établir les faits. Il n'y a pas que la parole, il y a des expertises psychiatriques, psychologiques, et il y a un travail d'enquête de l'entourage qui doit être effectivement fait. Mais le déclic, le déclencheur, effectivement, c'est la parole des victimes. Vous, Isabelle de Mongeau, à quel moment vous vous êtes dit « il faut que je m'exprime, il faut que je parle, c'est insupportable ». Est-ce qu'il y a eu un déclic chez vous? Oui, bien sûr, chez un médecin, un gastro-entérologue qui m'a posé la question par rapport au problème que j'avais, si j'avais été abusée dans mon enfance. Et à partir de là, je dis bah oui, c'est ce qui s'est exactement passé. Et il m'a dit mais cet homme, qu'est-ce qu'il fait, où il est? Je dis ben, il est toujours en train d'enseigner, il est toujours aux côtés d'enfants, il est toujours dans ce métier-là. Et je lui dis oui, malheureusement oui. Et il me dit mais il faut réagir, il faut faire quelque chose, vous pouvez pas rester comme ça. Et c'est vrai, quand vous êtes touché au plus profond de votre chair et que vous apprenez que vous allez avoir des séquelles toute votre vie, dans votre vie de femme, c'est vrai que là, vous avez envie d'agir et de parler. Mais ça met du temps, ça met beaucoup de temps. Et c'est vrai que moi, du coup, ça a été le déclic. Et après, des circonstances qui ont fait que j'ai pu rencontrer des jeunes femmes de l'époque. Et à partir de là, malheureusement, on a découvert que voilà, on avait été plusieurs touchés et sur une dizaine d'années. Donc, c'est long, c'est beaucoup de silence de parents qui sont partis du jour au lendemain en récupérant leurs enfants. On ne savait pas pourquoi, il y avait des départs soudains et on se dit que c'est là où le travail doit être effectué pour rassurer en tout cas. Il faut qu'on arrive à un moment donné à essayer de guider un peu plus le parent ou le frère ou la sœur qui va récolter le message. Quand on voit un petit peu tout ce qui a été fait en sensibilisation dans les crêpes et tout ça, et où on sent que les jeunes, ils sont attentifs, mais ils comprennent pas parce qu'ils se disent mais moi ça m'est jamais arrivé. Et
moi, j'ai essayé de leur dire, justement, ce que vous êtes en train d'écouter, là, c'est très important parce que peut-être qu'un jour, votre pote, là, qui est à côté de vous, il a peut-être subi quelque chose et peut-être qu'un jour, il réussira à parler. Et en tout cas, vous pourrez récolter sa parole et vous saurez ce qu'il faut faire. Et ce numéro d'appel, il est important. Le 08 victime. Et oui, et, il est essentiel à la démarche. Je pense que ça, c'est... Voilà. Et cette campagne d'affichage qu'on a fait sur ce numéro, malheureusement, je ne l'ai pas vu beaucoup affiché. C'est un point très important, vous avez raison, Isabelle de Mongeau, parce que ce numéro vert gratuit, donc mis à disposition des victimes d'agressions sexuelles, c'est ce numéro vert 08 victimes, pour les gens qui n'osent évidemment pas en parler à leur entourage. C'est un numéro qui est assez peu promu. Au départ, on s'est renseigné, il y a eu quelques appels, une cinquantaine d'appels, puis plus de publicité, plus de promotion, plus de communication. Marie-Georges Buffet, et finalement ce numéro est en train de mourir. C'est-à-dire que pour certains, aujourd'hui, on découvre que ce numéro existe. Pour que justement le silence cesse, parce que moi je sais pas, j'ai noté des mots pendant ce formidable reportage. À un moment vous dites, madame, comme si ça n'existait pas. Une autre victime dit j'étais crispée, je ne bougeais pas, mais ce n'était pas du consentement. Elle s'explique, elle se justifie presque. Donc il faut libérer la parole. Et pour libérer la parole, il faut que publiquement on en parle. Et votre émission va y contribuer. Donc il faut sans arrêt que ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui évoquent ce sujet, ne le laissent pas retomber. Et puis il y a le problème, moi, ce qui me paraît très important, c'est celui de la prescription, parce que on a travaillé ça, par exemple, la différence entre la prescription pour le viol et la prescription pour le harcèlement sexuel. Je crois que c'est 3 ans et 10 ans, si je ne dis pas de bêtises. Eh bien, je pense que pour le harcèlement, il faudrait allonger la durée de prescription, parce que toutes les personnes que nous avons entendues, il y a un temps de déni, où il y a un temps où, oui, il faut dépasser la honte, la peur de la honte, etc. Je vais plus loin, moi j'ai envie de dire, c'est le silence des organes, en fait. C'est un silence total qu'on a mis en place à un moment donné, où pour sortir tout ça, évoquer, avoir les mots aussi qu'il faut, et écrire aussi les faits, c'est terriblement difficile. Ce qui est le plus insupportable, peut-être, Éric Morin, c'est que ces agresseurs, entraîneurs ou autres d'ailleurs, c'est peut-être pas que les entraîneurs, on va en parler dans quelques instants, continuent à travailler, à circuler en toute impunité. C'est peut-être ça aussi, où on a le sentiment que la justice ne fait pas son travail, ou est beaucoup trop lourde dans son fonctionnement. Objectivement, alors qu'il y a des preuves et des témoignages, en tout cas. Seule la justice le principe pénale, de précaution n'est pas respecté. Éventuellement d'un contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer telle ou telle activité, seule la justice pénale a ce pouvoir très très fort. Il peut y avoir une enquête, il peut y avoir une suspension, mais au final, ça va être la justice pénale, soit dans le temps de l'instruction, mais encore qui est long, soit dans le temps d'une condamnation, qui peut effectivement, définitivement, ou suspendre, ou interdire pendant un temps une personne d'exercer. Sur la question de la prescription, Madame le ministre, aujourd'hui, depuis 10 ans, les règles de prescription ont constamment allongé la durée de la prescription. En matière notamment de crimes et d'agressions sexuelles. Pas sur le harcèlement, effectivement, je vous rejoins, mais aujourd'hui, nous avons une prescription pour un délit d'agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans par personne ayant autorité qui est allongée de 20 ans. Et étant donné que le point de départ va commencer à la majorité, on arrive jusqu'à 38 ans. Vous parlez du silence des organes, mais il faut aussi après imaginer le fiasco que peut être celui d'un procès 20 ans, 25 ans plus tard, avec un problème de preuve, avec un problème de témoin, avec un problème de souvenir, tout ça qui se mélange. Il faut aussi que cette prescription, elle ait un temps, et c'est le sens même de cette prescription. Pour bien comprendre, Greg Descamps, le terme de violence sexuelle, il englobe quand même pas mal de paramètres. Le spectre est assez large. Oui, il y a le viol, évidemment, auquel on pense tout de suite, mais il y a d'autres Ça fait partie des agressions, mais il y a également tout ce qu'on appelle les atteintes sexuelles. Les atteintes sexuelles, ce sont les agissements qui sont commis sans que l'auteur fasse usage de la force, de la menace, ou de la contrainte, ou de la surprise. Donc c'est un processus de mise en confiance progressive qui est très bien décrit par certaines des victimes dans le reportage, puisqu'on voit même la première Marine qui décrit qu'elle en est arrivée jusqu'à développer un sentiment amoureux, et même
penser, envisager une relation de la même nature qu'avec un autre garçon. On est proche quoi, du syndrome de Stockholm, là, avec son agresseur, son terroriste. On voit à quel point, effectivement, l'emprise peut aller très loin. À côté de ça, pour revenir sur ce que vous évoquiez sur le fait qu'un entraîneur puisse être maintenu à ses fonctions, ou celui qui est présenté dans le reportage comme ayant été suspendu par vos services puis réintégré par la suite, il ne faut pas non plus que le public ait l'impression que c'est un cas anecdotique et que c'est peut-être une personne qui est passée à travers les mailles du filet. Il y en a d'autres, des cas comme celui-là. C'est quantifiable, vous l'avez quantifié, vous, dans votre enquête ? C'est quantifiable. Pour ça, il faudrait que le ministère nous ouvre grand ses portes et qu'on puisse renseigner. Le ministère a les infos. Ça ne relève pas uniquement du ministère, puisque là, je pense qu'il faudrait aussi regarder du côté de chacune des fédérations. Mais il suffit de regarder du côté de la fédération d'athlétisme pour voir que lors des JO de Londres, parmi les personnes qui accompagnaient les athlètes et qui les encadraient, il y avait l'un des agresseurs de Catherine Moyon-Debac, qui avait été reconnu coupable quelques années auparavant. Donc ça n'est pas un cas anecdotique. On a le sentiment quand même, Greg Descamps, que ce sont surtout les entraîneurs qui ont une emprise psychologique sur les jeunes sportifs ou sportives. Est-ce que ce sont les seuls profils à être dans la peau de l'agresseur potentiel ? Pas du tout. Et il est très important qu'un tel dispositif n'en vienne pas à stigmatiser les entraîneurs. Parce que l'enquête que nous avons menée a montré que le pourcentage de violences émanant d'un entraîneur ne représentait que 9% des cas de violence déclarés parmi tous les sportifs qui se sont déclarés comme victimes au sein de l'enquête. Et la grande majorité des auteurs de violences, tels que nous avons pu l'évaluer, ce sont d'autres sportifs. C'est-à-dire qu'on a affaire à ce qu'on appelle des violences horizontales, c'est-à-dire qui sont commises entre personnes qui n'ont pas de relation d'ascendance l'une sur l'autre. Ça ne veut pas dire que les agressions provenant d'entraîneurs, ça n'existe pas. Et il y a eu suffisamment de cas qui ont été médiatisés dans ce registre pour qu'on le constate. Et d'une certaine façon, ça nous paraît, et au niveau de l'opinion publique, ça paraît d'autant plus inadmissible. Quelqu'un à qui on confie nos enfants, qui abuse non seulement de notre confiance, mais du corps de ces enfants qui ne sont pas en mesure de se défendre. Mais la place des entraîneurs, elle est très importante en tant que relais permettant la détection de ces violences. Il ne faut surtout pas les stigmatiser, il faut absolument que les entraîneurs soient partie prenante de ces dispositifs de prévention et de lutte. Voilà. Il y a une vraie problématique en plus sur les enquêtes, sur les entraîneurs bénévoles notamment. Comme on le disait tout à l'heure, les clubs recherchent de bénévolat. Alors il y a souvent les parents, mais pas uniquement. Maître, ça c'est un problème à un moment donné. Si on n'a pas toutes les informations, en changeant de département ou de région, un agresseur sexuel peut continuer à faire ce qu'il veut. Alors on multiplie depuis plusieurs années les fichiers police, les fichiers STIC et le casier judiciaire. On voyait tout à l'heure cet entraîneur bénévole dire j'ai pas d'informations, et c'est vrai que quand on dit au niveau des politiques il faut mieux contrôler avec quels moyens. Alors donner accès à une association de droit privé, fût-elle sportive, à un casier judiciaire que même certains employeurs n'ont pas accès pour leurs salariés, ça serait un vrai chamboulement. Et peut-être qu'il faudrait à ce moment-là qu'il y ait un organisme qui puisse filtrer et puis donner une sorte d'avis, d'aval. Il faut que ce contrôle existe, mais attention. Alors, finalement, les mesures à prendre, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure en préambule, Marie-Georges Buffet, ce serait donc de créer une espèce d'agence, une entité indépendante qui pourrait agir sur le bénévolat. Mais d'action, à la fois tout le travail de prévention dont vous parliez, madame, il y a quelques instants, d'information, d'éducation, de formation, de style encadrement, et puis, je dirais, de suivi, peut-être justement, d'une personne qui a été repérée, qui a commis des actes, qui a un suivi de cette personne, qui est une suspension. On suspend pendant 2 ans, on va même maintenant aller jusqu'à 4 ans pour fait de dopage. C'est quand même moins grave de stopper que d'agresser un enfant. On suspend des sportifs pendant 4 ans, des sportives. Donc pourquoi il ne pourrait pas y avoir, pareil, des sanctions qui seraient prises, même s'il n'y a pas encore condamnation? On peut suspendre. L'article, je crois, 212.9 du Code du sport permet quand même de suspendre une personne qui a fait l'objet d'une condamnation, de l'empêcher d'enseigner, d'animer, etc. Et
Et le ministère a le pouvoir, comme l'Éducation nationale, lorsqu'il y a des doutes sur un enseignant, on suspend l'enseignant. Eh bien, le ministère des Sports peut suspendre provisoirement quelqu'un, voilà. Et ensuite, l'agence, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ou une agence pourrait suivre les dossiers. Avec une brigade volante qui irait enquêter dans les clubs par rapport aux témoignages. Il faut beaucoup plus que ça, puisque là, on en revient à se poser la question qu'est-ce qu'on pourrait faire, et les solutions qu'on trouve sont celles qui ont déjà été mises en place dans le dispositif qui a été lancé et qui n'a pas été suivi par la suite. Donc moi, j'ai envie de dire, j'en appelle au ministère des Sports là, pour qu'il y ait, pourquoi pas, la création d'un comité interministériel qui soit en charge de cette affaire. Parce que ça concerne tout un tas de ministères. Ça concerne le ministère des Sports, mais on voit bien que le ministère des Sports, à lui seul, ne peut pas toujours agir. Ça concerne le ministère de la Santé, parce qu'il y a besoin de professionnels de santé pour accompagner les victimes. Ça concerne le ministère de la Justice, puisqu'il y a besoin de pouvoir aider dans les démarches des victimes de cette façon. Ça concerne l'éducation nationale, parce qu'eux aussi font de la prévention dans les établissements. Ça concerne le ministère des droits des femmes, et puis ça concerne le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Parce que là aussi, il y a besoin d'aller plus loin. Il y a l'enquête que nous avions pu réaliser il y a quelque temps. Maintenant, il faut aller plus loin, en savoir plus sur ce que sont véritablement les mécanismes psychologiques. Si on vous donnait les moyens de refaire une enquête, ce serait quoi ? Des facteurs épidémiologiques peut-être, agir sur d'autres paramètres pour aller beaucoup plus loin ? Une enquête qui permettrait de mieux comprendre de façon plus précise quels sont les contextes de survenue qui peuvent générer de telles violences, parce que nous avons eu dans le cadre de l'enquête des résultats assez surprenants. Nous avons montré que le fait d'être en groupe, par exemple, ne protège pas. Dans 50% des cas, la victime est isolée avec l'agresseur. Dans 50% des cas, il y a d'autres personnes qui sont présentes simultanément. Donc, on peut penser que le fait d'être en groupe peut protéger de la survenue de telles violences. Ça n'est pas le cas. Donc, on a besoin d'en savoir plus à ce niveau-là. Et puis, on a besoin d'en savoir plus également sur les mécanismes psychologiques qui sont impliqués suite aux agissements, pour mieux comprendre pourquoi des personnes vont garder pendant 10 ans, 20 ans les choses cachées de cette façon. Pourquoi elles vont autant s'auto-accuser et se rendre responsables ? On a besoin d'en savoir plus à ce niveau-là. C'est ça, quand on parle de loi du silence ou d'omerta, Isabelle de Mongeau, là pour le coup, même en groupe, il n'y a pas de solidarité particulière entre les victimes. On est seul dans... Oui, bien sûr. Enfin, dans notre affaire, les deux plaignantes qui sont encore dans les temps nous aident, nous, en tant que témoins, à pouvoir, en tout cas, être aux assises. Et elles ont besoin de nous aussi pour pouvoir un petit peu consolider un petit peu leur témoignage. Donc, évidemment, c'était un sport individuel, mais par moments, on était souvent en groupe, en tout cas au départ, parce qu'il faut juste comprendre qu'au départ de tout ça, je faisais du sport, pas pour être championne de tennis tout de suite. J'ai fait du sport loisir, du tennis, et on était beaucoup d'autres aussi à vouloir faire ça juste comme ça. C'est que quelques années après qu'on a commencé à prendre, que j'ai vraiment commencé à prendre la voie du professionnalisme, quoi, de vraiment devenir joueuse professionnelle. Et c'est là où c'est vraiment difficile, c'est que ça touche aussi le sport loisir, en fait, où certaines de ces jeunes filles qui ont subi donc ces agissements pensaient que c'était une sanction parce qu'elles avaient perdu un match. Voilà, c'était aussi une forme de sanction et qu'elles devaient passer par là. Donc, globalement, ça peut toucher en tout cas tous les secteurs, pas que le monde, en tout cas, déjà professionnel du sport. Mais il y a quand même des mesures aujourd'hui qui ont été mises en place. En tout cas, je sais que la Fédération française de tennis, je pense que les fédérations, après, sont aussi... C'est l'une des seules à avoir développé un dispositif spécifique à la suite de la signature de la charte. Donc, voilà, et là, ils sont en train de travailler sur un nouveau module de formation pour les jeunes enseignants. Donc, il se passe des choses. Nous, on nous a reproché dès le départ, c'est qu'on était hors du système fédéral, que cet entraîneur n'avait pas passé son diplôme, que du coup, on ne savait même pas, c'était une structure privée. Et donc, il faut aussi aller toucher des structures, en tout cas, qui ne sont pas, je veux dire, au sein de cette fédération ou entraînées exactement sur les points de l'INSEP, des Krebs et tout ça. Donc là aussi, il faut sortir un petit peu de tout ce qui est fédéral. Il faut aussi aller toucher et peut-être demander un peu plus
de rigueur sur le parcours de l'enseignant, d'où il vient, par où il est passé, qu'on puisse justement avoir ce casier judiciaire qui serait vraiment important, je pense. Parce que c'est vrai que, j'avoue, il y a aussi, très souvent, on essaye d'éloigner ces gens-là. C'est-à-dire qu'on les envoie sur les îles. On va leur laisser un peu de temps, on va les éloigner un petit peu du territoire. Dans les cas où on ne cherche pas à éloigner les victimes et à maintenir les auteurs de violences là où ils sont, voire les promouvoir. Ils peuvent rester, on l'a vu, ils restent dans le même département. Enfin, pour l'entraîneur de football notamment, ça ne l'a pas empêché de continuer à entraîner pendant 10 ans dans des clubs différents. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, Isabelle de Mongeau, que depuis votre témoignage, les efforts n'ont pas été, ou les efforts qui ont été faits en tout cas, n'ont pas touché, n'ont pas fait mouche? Non, mais je pense que tout ça finalement n'a pas servi à grand chose malheureusement. Non, ça a avancé. Enfin, moi j'ai été très surprise de voir tous ces gens qui ont monté tout ce programme de lutte. Enfin, moi j'ai rencontré des gens extraordinaires. Ça a fait partie aussi de ma thérapie, j'avoue, pour aller mieux. Non, il y a des choses qui ont été faites, mais où je suis déçue, c'est qu'on n'est pas allé au bout du programme. Et c'est vrai que moi, la dernière fois que j'avais rencontré Ramayad, j'ai été très déçue de son discours en me disant, écoutez, vous doutez de mes services, ça va continuer, ne vous inquiétez pas, on vous tiendra informé de l'évolution du programme. Et il n'y a pas d'évolution quand vous n'êtes pas dedans, quand vous n'êtes pas concerné, quand vous sentez qu'il y a encore plein de choses à faire. Je sais pas, tout récemment, on a vu une campagne sur le harcèlement à l'école. On a vu des sportifs porter le message. Moi, j'aurais souhaité, en tout cas, à un moment donné, c'est ce que j'avais demandé à Roselyne Bachot, c'est qu'à un moment, qu'il y ait un spot publicitaire qui marque un peu les esprits, mais pas pour faire peur, pour dire aux gens, voilà. Prévenir. Vous préveniez, et comme tu disais très justement dans le reportage, c'est qu'à un moment donné, c'est vrai que quand on prévient finalement cette dame qui dit mais plus personne va vouloir venir dans mon Crêpes, mais c'est au contraire. C'est au contraire aller dans ce Crêpes-là parce que justement ils sont vigilants et donc c'est la sécurité de vos enfants pour demain, quoi. On a vu dans le reportage aussi que la plupart des victimes ont moins de 16 ans, en général 37% si j'ai bonne mémoire sur les statistiques et les études. Que vaut la parole d'un mineur par rapport à la parole d'un adulte quand il témoigne d'une agression sexuelle face à la justice? Elle vaut tout autant. Elle vaut tout autant. Il faut qu'elle soit bien recueillie dans des conditions sans doute bien différentes de ce que l'on a vu dans votre reportage où on voit des gendarmes ou des policiers, je ne sais plus, prendre attache téléphonique. Vous imaginez, vous êtes en train de préparer le repas, on vous dit passez-moi votre fils, qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde, ce gamin? Il peut pas. Il a sa mère qui lui dit de quoi on te parle, donc il faut apprendre à recueillir effectivement dans des bonnes conditions la parole de l'enfant. Je voudrais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les ministères concernés. Vous avez fait une liste impressionnante, mais manifestement le ministère des Sports aujourd'hui il n'est pas concerné, il vous répond pas. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'on en a encore peur, qu'on a peur effectivement de ce chamboulement, je pense que c'est non seulement vous avez été déçu quand vous avez rencontré Ramayad, mais aujourd'hui on a même effectivement un silence. Donc on a des moyens, on a une charte. En tout cas, on a une volonté au travers de cette charte, mais elle date déjà il y a 5 ans. Et qu'est-ce qu'on y met concrètement? J'entends du côté de Madame Buffet des propositions intéressantes, mais ça serait bien effectivement qu'on sorte de ce silence. Vous avez le sentiment que le ministère actuel est inconscient, Marie-Georges Buffet, par rapport à cette attitude? Non, je le dis tout simplement. Il faut que le ministère et la ministre, Madame Valérie Fourniron, prennent ce dossier et qu'elle en parle. Et je pense qu'elle est en capacité de mener ce combat, donc il faut qu'elle s'en saisisse. Et si je peux ajouter juste, il faut que les parents aussi soient conscients du drame que c'est qu'un viol. C'est pas juste un rhume, c'est très très grave et ça vous portez ça toute votre vie. Mais moi, il faut savoir que j'ai eu des parents qui m'ont écrit en me disant oui, on a bien compris, c'est terrible ce qui vous est arrivé, vous avez bien fait de témoigner et cet homme, il doit payer un petit peu, mais en tout cas aujourd'hui le tennis de nos 2 enfants est anéanti parce qu'ils n'ont plus cet entraîneur aujourd'hui, donc c'est très grave. S'il vous plaît, il faut qu'ils sortent de prison. Et j'hallucine quand j'entends un truc comme ça. Donc quand on voit ces gens qui sont qui passent de club à club et puis qu'on voit que les élèves acceptent que cet homme qui est prétendu donc dangereux continue à contrôler un certain nombre de à exercer. Là, je me dis, là, c'est très très grave pour des histoires de résultats sportifs, quoi.
Merci pour vos témoignages encore une fois, Isabelle de Mongeau, et bon courage pour la suite. Merci beaucoup Marie-Georges Buffet, cette émission s'achève. Merci à Greg Descamps et merci à Maître Éric Morin. Prochain numéro évidemment au mois de mars pour revenir sur cette émission, l'équipe Investigation, dans quelques instants sur l'équipe 21 Journal. Merci à tous. Merci. Merci.